l'avion, ça ne se pose pas. Je ne prends plus l'avion, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Il se trouve que j'ai les oreilles malades et donc l'avion m'est formellement déconseillé. Je l'ai beaucoup pris avant, mais mes oreilles en ont souffert, donc je ne le prends plus. Il reste des douches brèves où manger de la viande. Sincèrement, les deux sont possibles, quoi. En vérité, de la viande, j'en mange de moins en moins. Il y a encore moins pour raisons idéologiques que par goût, pour des raisons diététiques peut-être. Quant aux douches, je ne prends pas de longues douches non plus. Je prends des bains. C'est vrai que j'aurais du mal à renoncer au plaisir du bain. Ça m'arrive de prendre des douches aussi, mais enfin, ça ne serait pas un sacrifice difficile en vérité. Il y a toutes sortes de raisons, notamment économiques. Un économiste en parlerait mieux que moi. Mais je crois que la vraie raison, la raison principale, en tout cas d'un point de vue philosophique, c'est que justement, nous ne sommes pas des êtres de besoin. Nous sommes des êtres de désir. Alors, quelle différence y a-t-il entre le besoin et le désir? Il y en a au moins deux et peut-être trois. La première, c'est que le besoin, il est objectif. Le désir, bien sûr, il est subjectif. Vous avez besoin de boire 1,5 litre de liquide par jour, en gros. Comme moi, comme n'importe quel être humain, ça ne dépend pas de nos choix, ça n'est pas subjectif, c'est un besoin objectif. Donc le besoin, il est objectif, le désir, il est subjectif. Deuxième différence, le besoin, il est limité par nature et presque toujours par la nature. Vous avez besoin de boire 1,5 litre de liquide. Une fois que vous avez bu votre litre et demi, vous n'avez plus besoin de boire. Vous avez besoin de manger en gros 3000 calories. Une fois que vous avez mangé vos 3000 calories, vous n'avez plus besoin de manger. Moi non plus. Sauf que quand j'en ai plus besoin, assez souvent, j'en ai encore envie. Surtout quand c'est extrêmement bon. Autrement dit, la deuxième différence entre le désir et le besoin, c'est que le besoin, il est limité par nature, alors que le désir, il est ouvert à l'infini. Le propre du désir, c'est qu'on n'en a jamais assez. Par exemple, si quelqu'un vous dit « j'ai assez d'argent », ça ne prouve pas qu'il est très riche. Beaucoup de milliardaires en veulent encore plus. Celui qui vous dit « j'ai assez d'argent », ça prouve qu'il n'aime pas l'argent. Il n'est pas dans le désir. Ses besoins sont satisfaits, il en a assez. De même, quelqu'un qui vous dit « j'ai assez de pouvoir », ça ne prouve pas qu'il a beaucoup de pouvoir. Ça prouve qu'il n'aime pas le pouvoir. Il n'est pas dans le désir. Beaucoup d'hommes politiques qui en ont beaucoup du pouvoir en veulent encore plus. D'autres qui n'aiment pas le pouvoir se contentent du très peu de pouvoir qu'ils ont. Et si un jour votre compagne vous dit désolé, mais cette fois de toi, j'en ai assez, vous comprendrez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle ne nous aime plus, qu'elle n'est plus dans le désir. Autrement dit, le propre du besoin, c'est qu'il est limité. Le désir, lui, est illimité, en tout cas ouvert à l'infini, et donc on n'en a jamais assez. Troisième différence, c'est que le besoin, c'est une nécessité vitale ou vécue. C'est un désir dont la satisfaction est nécessaire, comme disait Épicure, nécessaire à la vie ou au bonheur. Notre désir, souvent, porte sur des... La satisfaction de nos désirs, souvent, n'est pas nécessaire. Si vous ne satisfaisez pas tel ou tel désir culinaire ou de confort, vous n'avez pas, je ne sais pas, d'écran plat, vous n'avez pas le dernier iPhone, vous n'êtes pas moins vivant pour autant et peut-être bien pas moins heureux pour autant. Si bien que ces trois différences mises ensemble, ça veut dire que dès lors que nous sommes des êtres de désir et non pas des êtres de besoin, nous n'en avons jamais assez et donc nous en voulons toujours plus. L'animal est un être de besoin. L'homme, la femme, les êtres humains sont des êtres de désir. Et c'est cette dimension anthropologique qui fait qu'en effet, la logique du toujours plus est une logique qui vient spontanément aux êtres humains. Spécialement dans certaines cultures ou civilisations. Parce qu'évidemment, ce que je viens de dire, je pense que c'est partiellement vrai dans une tribu primitive de chasseurs-cueilleurs au fin fond de l'Amazonie, mais beaucoup moins que chez nous. Parce que reconnaissons que le capitalisme en général et la société de consommation en particulier poussent beaucoup justement dans cette logique du toujours plus. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension anthropologique, nous sommes des êtres de désir et non pas des êtres de besoin, et une dimension économique ou socio-économique. La société capitaliste joue beaucoup sur ce toujours plus. C'est ce que mon ami Daniel Cohen, l'économiste, appelle l'addiction à la croissance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de croissance, déjà il y a du chômage, c'est-à-dire qu'il faut, je sais plus, 3 ou 4 points de croissance pour arriver à créer des emplois. Et puis il y a une espèce d'insatisfaction foncière.
Alors, ce ne serait pas en soi un problème. Moi, je ne suis pas pour un ascétisme généralisé. Le problème, comme vous le savez, au moins aussi bien que moi et sans doute mieux, c'est que le désir est ouvert à l'infini, mais que la planète est strictement limitée. Et donc, nous n'avons pas les moyens écologiques de satisfaire l'illimitation de nos désirs humains, anthropologiques et économiques. Et donc, en gros, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Euh, Simplement, il faut comprendre que c'est pas en quelque chose, c'est la faute de personne, parce que c'est la faute de tout le monde. Ce n'est pas, comme certains le croient, les méchants capitalistes qui ont décidé de sacrifier la planète pour faire plus de profit. Nous sommes tous co-responsables de ça, et en plus co-responsables avec une part de circonstances atténuantes, parce que c'est pas nous qui avons décidé d'être des êtres humains plutôt que des bêtes. C'est pas nous qui avons décidé d'être des êtres de désir, mais nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et donc, il va falloir changer quelque chose, non pas en se limitant à une vie purement animale qui ne serait faite que de besoins, mais en apprenant à désirer autre chose, et notamment à désirer autre chose que des biens matériels, que des biens économiques. Et c'est là où nous sommes un petit peu à la croisée des chemins. Pas seulement, là je suis c'est le plus simple et c'est le plus clair, mais par exemple, tout le monde sait qu'un enfant a besoin d'être aimé. Il y a un besoin d'amour. Mais justement, ces biens-là, qui ne sont pas des biens physiologiques, ils ont le mérite d'être, comment dire, écologiquement soutenables, par différence avec le développement insoutenable qui est le nôtre. Euh, et donc, justement, les désirs, me semble-t-il, qu'il faut développer, favoriser, c'est justement les désirs qui portent sur des biens non matériels, sur des biens affectifs, relationnels, spirituels, et pour ce qui est de la physiologie. Alors en effet, on peut essayer le plus possible de se rapprocher des besoins, sans non plus rêver que les gens ne mangent que pour ne plus avoir faim. Il y a aussi une partie du plaisir de manger. Alors on peut très bien renoncer à la viande. Moi, je pense que ça serait à la fois diététiquement très, très facile, ou en tout cas de réduire formidablement notre consommation de protéines animales. Euh, Sans renoncer pour autant à la gastronomie. Méfions-nous de ne pas tomber dans une espèce d'ascétisme euh, épicurien dans son principe. C'est qu'Épicure, qui célèbre un art de jouir, apprenait à jouir le plus possible avec presque rien. Autrement dit, si tu as vraiment faim, tu manges un bout de pain et tu bois un verre d'eau, ton bonheur est maximal. Euh, Peut-être, et encore dans les conditions de l'Antiquité, je crois que personne ne souhaiterait revenir à ça. Mais par contre, voilà, renoncer à l'illimitation de la consommation matérielle, surtout pour les biens qui posent des problèmes, et on sait lesquels, en gros c'est les protéines animales, l'eau douce et les énergies fossiles. C'est essentiellement là-dessus que ça se joue. Donc les réduire le plus qu'on peut, les maîtriser, sans renoncer pour autant au plaisir, par exemple au plaisir de la gastronomie, si on garde ce même exemple, et surtout sans renoncer à tous ces désirs qui ne sont pas des désirs de consommation matérielle, mais qui sont des désirs de jouissance affective et spirituelle. Et de ce point de vue, je crois que dès lors qu'on a vaincu la faim, et dans nos pays c'est le cas, espérons que ce sera le cas un jour à l'échelle de la planète, la jouissance est plus importante que la survie. Et voilà, et le problème c'est que tant qu'on ne se donne pas les moyens de maîtriser cette surconsommation qui est fondée anthropologiquement sur l'illimitation de nos désirs et économiquement sur le fonctionnement même de notre société, et donc sur l'égoïsme de chacun. Parce que le téléphone portable, c'est pas seulement Apple ou je ne sais quelle marque qui est responsable, c'est tous ceux qui ont un téléphone portable. Et on pourrait prendre 1000 exemples, pareil pour l'eau, la douche, le pain, etc. Sauf que si on compte sur la bonne volonté de chacun, moi je n'y crois pas un instant. C'est-à-dire que chacun sera prêt à renoncer à ce qui ne lui importe pas vraiment. L'un va renoncer à l'avion, l'autre va renoncer à la viande, le troisième renoncera au bain, il ne prendra plus que des douches très brèves. Mais au fond, personne ne renoncera à ce qui est vraiment important pour lui. C'est-à-dire celui dont la vie, c'est le voyage, ne va pas renoncer à prendre l'avion.
Moi, j'ai une maison de campagne. Au fond, j'ai un de mes enfants qui est décroissant. Il me disait, ton bilan carbone est parfait, sauf la maison de campagne. Oui, mais justement, je ne suis pas prêt à renoncer à ma maison de campagne. Or, une maison de campagne, il faut la chauffer, la maintenir hors gel quand on n'y est pas. Il faut chauffer beaucoup quand on arrive parce qu'elle est quand même très, très fraîche. On y va en voiture, évidemment. Là-bas, on se balade. Le bilan carbone est très mauvais. Et donc, si vous voulez, moi, je ne crois pas trop à la bonne volonté individuelle. Alors, il faut la développer, il faut faire des campagnes d'information, mais ça ne suffira pas. Je crois qu'on ne pourra pas éviter de prendre des mesures contraignantes qui ne sont acceptables que si et seulement si elles sont démocratiquement décidées. Mais justement, je crois que nous pouvons, en tant que citoyens, être plus raisonnables que nous ne le sommes en tant qu'individus consommateurs. Et c'est quelque chose que les gens souvent ne comprennent pas bien. Alors j'ai coutume de l'illustrer d'un exemple personnel. Je dis souvent que M. Sarkozy m'a humilié 3 fois, du temps où il était ministre de l'Intérieur. Alors il faut que j'en dise un peu plus sur moi pour que vous compreniez la chose. Vous savez que je suis philosophe. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis père de famille, j'ai 3 enfants, et que je ne m'intéresse absolument pas à l'automobile et que je n'aime absolument pas la vitesse. Ça veut dire qu'en gros, sur l'autoroute, je roulais rarement au-dessus de 140 km/h. Je sais bien que c'est limité à 130, enfin quand même. Donc je roulais rarement au-dessus de 140. 150, bien sûr, ça m'arrivait quand j'étais vraiment pressé. 160, ça m'arrivait aussi, mais vraiment, c'était très exceptionnel. Et j'avais beau relire les plus grands philosophes du monde, j'avais beau penser à mes enfants, j'avais beau ne pas aimer l'automobile ni la vitesse, l'aiguille sur le compteur restait à 140, 150, 160. 3 petits radars, 3 petits PV, 3 petits points en moins sur mon permis ont été plus efficaces pour me faire lever le pied que la lecture des plus grands philosophes du monde et que l'amour que j'ai pour mes enfants. Je dis merci Monsieur Sarkozy pour la leçon. Je précise que je n'ai jamais voté pour lui, mais c'est une toute autre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, parce que le paradoxe, c'est que ces lois qui limitent la vitesse, qu'on crée le permis à points, etc., je les ai votées par l'intermédiaire de mes représentants, mais comme citoyen, je suis à fond pour. Comment se fait-il que je sois pour comme citoyen et que je les ai violés pendant des années comme conducteur? Mais l'explication est bien simple. C'est que quand je vote la loi, quand je soutiens ceux qui l'ont votée, la vitesse que je veux limiter, c'est la vôtre, c'est celle des autres. Alors qu'au volant, la vitesse que je veux limiter, c'est la mienne. Eh bien, si la lecture des plus grands philosophes du monde, l'amour pour ses enfants d'un père de famille qui n'aime pas la vitesse, ne réussit pas à lui faire lever le pied. J'ai tendance à penser que c'est les mêmes raisons ou d'autres comparables n'arriveront pas à nous faire renoncer au voyage en avion, au bain ou aux douches interminables, à la consommation de viande et à la consommation déraisonnable d'énergie fossile. Et donc on a besoin de politique. On a besoin de contraintes, et encore une fois, les contraintes ne sont acceptables qu'à la condition d'être démocratiquement instituées, mais c'est possible, parce que justement, comme citoyens, nous pouvons être davantage responsables que nous ne le sommes en tant que consommateurs. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut éviter absolument l'erreur de beaucoup de gens, y compris des gens tout à fait sympathiques, et plusieurs de mes amis, qui vous expliquent qu'il faut d'abord se changer soi-même pour pouvoir changer la société. Ce genre de discours de Mathieu Ricard, par exemple, pour qui j'ai beaucoup d'estime et de sympathie. Comme s'il fallait devenir sage avant d'entreprendre de faire une société plus rationnelle. Je crois que c'est le contraire qui est vrai. Par exemple, nous ne sommes pas plus justes moralement aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. On n'est pas, vous et moi, nous ne sommes pas plus justes que Socrate, mais notre société est beaucoup plus juste que n'était la société du XVIIe siècle ou a fortiori celle de l'Antiquité. Autrement dit, les progrès considérables que nous avons vécus, ne serait-ce que l'abolition de l'esclavage, l'instauration de la démocratie, du suffrage universel, bref, les droits de l'homme, ont été obtenus par la politique, bien davantage que par la morale, la spiritualité ou comme on dirait aujourd'hui, le développement personnel. Alors ça n'est pas une raison pour renoncer à se transformer soi, mais ça veut dire que si l'on compte sur la somme des transformations individuelles pour sauver la planète, on se raconte des histoires. Au demeurant, il n'y a pas à choisir entre les deux, il faut bien sûr les deux. Mais pour moi, l'élément décisif, c'est l'élément qui passera par la politique, et c'est une raison de plus de dire qu'on a besoin de politique. Et je dirais que l'un des problèmes graves que nous connaissons dans le monde moderne aujourd'hui, mais spécialement en France, c'est justement le discrédit de la politique.
C'est-à-dire que quand on parle de politique, le plus souvent, c'est pour en rire, pour s'en moquer, un peu sur l'air du tous nuls, tous pourris. Je crois que c'est se tirer une balle dans le pied, c'est rendre un mauvais service à notre démocratie, alors que justement, devant les urgences écologiques, la démocratie est plus précieuse que jamais. 5 choses, ça me paraît beaucoup. Un logement, par exemple celui-ci, de quoi manger et boire évidemment. Sorti de là, moi je suis quelqu'un, j'ai une vie très simple. Hein. Alors j'ai des besoins affectifs. Hein. Voilà, j'ai besoin que mes enfants soient en bonne santé. Si possible, qu'ils soient heureux. Mais c'est déjà beaucoup en demander. Mais c'est un truc qui est très particulier quand on vieillit et qu'on a des enfants. C'est qu'au fond, votre bonheur dépend du bonheur d'autrui, en l'occurrence de vos enfants, pas le bonheur du prochain, non, le bonheur. Et donc, on ne sort pas de l'égoïsme, mais c'est un égoïsme, comment dire, transférentiel en quelque chose. Et donc, quand on a des enfants, on découvre instantanément que votre bonheur dépend du bonheur de vos enfants, mais que le bonheur de vos enfants ne dépend pas de vous. Parce qu'il peut arriver mille choses, il peut être malade, il peut avoir un chagrin d'amour, etc. Et surtout quand ils grandissent, quand ils quittent la maison. Et vous savez ce que disait Victor Hugo, faire des enfants, c'est donner des otages au destin. Et c'est vrai qu'au fond, vous voyez, mes besoins, moi, pour moi, à la limite, je ne peux pas être presque tout, mais j'ai besoin que mes enfants soient en bonne santé, j'ai besoin qu'ils soient à peu près heureux, en tout cas pas malheureux. Là, j'ai besoin, pas pour survivre, je ne mourrais pas si mes enfants étaient malheureux, mais j'en ai besoin pour être heureux. Parce qu'au fond, quand on parle de besoin, un besoin c'est quoi? C'est un désir, ce qu'Épicure appelait les désirs naturels et nécessaires. Mais nécessaires à quoi? Épicure disait à ma vie ou à mon bonheur. Parce qu'au fond, il ne s'agit que de survivre dans le malheur, on ne peut pas dire que tous nos besoins soient satisfaits. Bien voilà, parmi les besoins nécessaires à ma vie, bien, comme tout le monde, il y a manger, boire, dormir, donc résister au froid, avoir un logement, etc. Mais parmi les besoins nécessaires à mon bonheur, il y a la vie et si possible le bonheur de mes enfants, la vie et si possible le bonheur de ma compagne, de mes tout proches. Et donc ce besoin-là, je ne suis pas maître de sa satisfaction. Parce que la nature ou le hasard, le destin, comme disaient les anciens, sont plus forts que nous. Alors qu'est-ce que c'est que la spiritualité? C'est la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus en latin, du vient le français spiritualité, ça signifie l'esprit. Et c'est pourquoi je dis souvent que un athée n'a pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi aurait-il moins de spiritualité? Pourquoi s'intéresserait-il moins à la vie spirituelle? Et donc on a tort de confondre la spiritualité et la religion. La religion, c'est une forme de spiritualité parmi d'autres, mais les athées peuvent et doivent avoir aussi une vie spirituelle. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Autrement dit, notre vie spirituelle, au sens précis du terme, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, évidemment relatif, à l'absolu. Et bien ça, je crois que c'est l'une des dimensions les plus importantes de la condition humaine, parce que c'est en cela que nous sommes doués d'esprit. Quand vous regardez le ciel étoilé la nuit, vous êtes au cœur de l'infini, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes au cœur du mystère, vous êtes au cœur de l'absolu. Alors tous ces mots devraient être définis, mais je les ai tous définis, notamment dans le livre que vous évoquiez, l'esprit de l'athéisme. Autrement dit, si on regarde le ciel étoilé la nuit avec un peu d'attention, on a une expérience spirituelle. Mais de même, si vous perdez un être cher, quand vous allez l'enterrer au sens propre du terme, c'est une expérience spirituelle. Nous sommes doués d'esprit, alors que l'esprit soit une substance immatérielle, comme certains le croient, ou le cerveau en acte, comme je le pense, ça ne change rien d'essentiel au fond. La question de savoir si l'esprit est matériel ou immatériel, c'est une question métaphysique. Mais la spiritualité, ce n'est pas une question métaphysique, c'est l'exercice de la puissance de penser, d'aimer, de rire, qu'on appelle l'esprit. Eh bien, que vous soyez matérialiste ou spiritualiste ou idéaliste, nous avons tous, vous et moi, la puissance de penser, d'aimer, de rire. Nous avons tous un esprit. C'est pourquoi le philosophe Alain, qui est aussi athée que moi, est plus anticlérical que moi, mais avait coutume de dire « l'esprit n'est pas une hypothèse ».
Il a raison, parce que pour faire une hypothèse, il faut déjà avoir un esprit. Et donc, par définition, l'esprit n'est pas une hypothèse. Et il serait dommage de ne se servir de ce pouvoir de penser, d'aimer, de rire, que pour faire des mots croisés, surfer sur Internet ou raconter une blague bonne ou mauvaise le samedi soir. On a quand même, je ne dis pas qu'il faut renoncer à tout ça, mais on a quand même mieux à faire. Donc c'est très important. Je dirais même qu'une fois que les besoins matériels ou affectifs sont satisfaits, c'est le plus important. Alors je m'inquiète davantage de la santé de mes enfants que de ma vie spirituelle, mais si mes enfants vont bien, si j'ai le sentiment qu'ils sont à peu près heureux, effectivement la vie spirituelle est la chose du monde qui me paraît la plus intéressante. Je crois qu'il faut d'abord être lucide. Lucide sur les problèmes, mais lucide aussi sur l'humanité. Des fois j'entends des discours qui supposeraient qu'on remplace l'humanité par une autre, que l'être humain devienne différent de ce qu'il est. Je crois que c'est se raconter des histoires. Il faut être lucide, il faut mettre l'accent sur ce qui dépend de nous, comme disaient les stoïciens, plutôt que sur ce qui n'en dépend pas. Il faut être prêt à des compromis, je le crois, mais aussi il faut se donner les moyens du succès. Moi, il y a deux formules qui me reviennent. Il y a celle d'Hölderlin, souvent citée, là où le poète allemand, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Autrement dit, l'une de mes raisons d'être relativement conscient s'agissant des périls écologiques, c'est que on va être obligé de changer, parce que, encore une fois, on va droit dans le mur, et face à la catastrophe, il faudra bien faire quelque chose. Simplement, mieux vaut changer avant d'être dans le mur qu'après. Et ça, je ne peux pas vous garantir que nous changerons avant, mais on changera forcément. L'autre formule, c'est celle de Gramsci, le communiste italien, qui dans les geôles mussoliniennes écrivait « Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Pessimisme de l'intelligence parce qu'il faut voir les choses comme elles sont, ce que j'appelle la lucidité. Et à tout prendre, mieux vaut les noircir un peu que les enjoliver, parce que comme ça on sera plus vigilant, plus exigeant, plus actif. Mais optimisme de la volonté, parce que si on veut changer les choses, encore faut-il croire que c'est possible. Et je crois que c'est ça la clé, c'est pas une recette, mais je crois que c'est ça la bonne disposition. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté, et puis ne pas compter uniquement, comme je le disais, sur une addition de comportements individuels, se donner les moyens politiques d'un changement. Je pense que les questions, alors que j'appelle du développement durable, mais qu'on pourrait appeler aussi bien les questions écologiques, sont l'enjeu majeur de notre temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question plus importante que cette question du développement durable, c'est-à-dire comment arriver à concilier le développement. Alors, il y a encore des gens qui meurent de faim, donc on ne peut pas renoncer au développement, sans sacrifier la planète, ou disons sans sacrifier les générations futures. Voilà, c'est ça en gros qu'on appelle, pour faire vite, le développement durable. Et je l'ai écrit plusieurs fois, je crois y compris dans ce dictionnaire-là, l'article développement durable, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est l'enjeu principal d'aujourd'hui et des décennies qui viennent.